It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. Ce que tu dis, c'est que je contrôle si tu peux l'exploiter ou non. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te dire d'aller te faire foutre. La rumeur court que Parker Schnabel vole l'or de Tony Beat, déclenchant une rivalité féroce dans le désert gelé. Alors que les montagnes enneigées s'accumulent, Parker et son équipe sont confrontés à un défi de taille. Nous utilisons actuellement une grande partie de notre main-d'œuvre pour simplement essayer d'alimenter la centrale. J'ai vraiment l'impression qu'il faudrait la fermer. Une course contre la montre pour exploiter les terres glacées, avec de nouvelles concessions qui s'accumulent. Leurs machines peinent sous les lourdes charges de terre et de roches. Quel secret cache la concession de Tony? Explorons pourquoi Parker pourrait être le plus grand traître. Les enjeux de l'exploitation minière hivernale sont considérables. L'équipe est désormais soumise à une pression immense, traiter d'énormes quantités de terre et de roches pour extraire de l'or, tout en luttant contre d'importantes chutes de neige et des températures glaciales. Les procédures sont en cours. Le putain de départ à froid. Non, ils sont gelés. Leur situation est encore plus difficile lorsque Tony Beats les confronte à une nouvelle concession minière, augmentant leur charge de travail de manière inattendue. L'équipe doit également faire face à des chutes de neige d'une ampleur historique qui obstruent leurs équipements miniers et retardent leurs opérations. La détermination de l'équipe est mise à rude épreuve alors qu'elle s'efforce de maintenir le bon fonctionnement de ses machines et le bon déroulement des opérations. Parker s'inspire des récits de son grand-père, qui dirigeait des exploitations forestières en Alaska sans les technologies modernes. Motivé par ces récits, Parker décide de gérer plusieurs sites miniers simultanément, une décision qui met à rude épreuve ses ressources. Alors qu'ils commencent enfin à apercevoir de l'or, leur premier succès sur la concession de Tony révèle une surprenante prime de près de 240 $0 d'or. Pas mal pour une première tentative. Ouais, merci, Tony, merci, Tony. Oui, cette victoire précoce leur redonne un bref regain de confiance. Cependant, les défis continuent de s'accumuler. L'équipe doit continuellement s'adapter pour surmonter les obstacles naturels et logistiques qui menacent sa réussite. Conscient de la fugacité des opportunités dans l'industrie aurifère, Parker ressent l'urgence de son projet. À 27 ans, il réfléchit déjà à la pérennité de son entreprise dans un contexte de réglementation minière plus stricte et de réduction de l'accès aux zones minières lucratives. Cela le pousse à étendre ses activités en Alaska, où il doit gérer des sites dans différentes régions, ce qui engendre de nouveaux risques et complications pour son entreprise. Il est déterminé à extraire davantage d'or cette saison, malgré les obstacles importants qui se dressent sur son chemin. Avec son équipe à ses côtés, il se prépare à affronter les conditions météorologiques difficiles et les difficultés opérationnelles que la saison leur réserve. Chaque minute est précieuse, et chaque choix peut avoir un impact considérable sur leur réussite ou leur échec. Parker s'est fixé l'objectif ambitieux d'extraire 10 onces d'or cette saison. Un objectif qui s'avérerait non seulement lucratif, mais aussi révélateur de la détermination et de la résilience de son équipe. En inspectant la zone minière, Parker remarque Tyson qui organise méticuleusement le camp et gère la transformation du sol. La piste d'atterrissage est devenue leur point central. Un projet qui pourrait rapporter plus de 9 millions de dollars en or d'ici la fin de la journée. Parker suggère de laisser certaines zones enneigées afin d'éviter toute perturbation pendant les opérations minières. Il insiste sur l'importance de maintenir un flux de travail stable et d'éviter tout changement soudain susceptible de perturber la progression. Tyson acquiesce, percevant la logique de la stratégie de Parker. Alors que les vieux conflits s'apaisent, de nouveaux défis et alliances surgissent au Yukon. Sa frontière minière aux enjeux importants. La conversation se tourne ensuite vers Tony, qui revendique 2 autres pistes d'atterrissage. Parker trouve étrange que Tony ait récemment retiré du matériel du camp d'Indian River et soit absent. Malgré les difficultés passées, Tony a joué un rôle déterminant dans l'établissement de Parker sur la scène minière du Yukon. Reconnu pour sa vaste expérience, Tony a joué un rôle crucial dans les débuts de Parker dans la région. Lors de leur rencontre, Parker et Tony évoquent la possibilité d'une nouvelle collaboration, compte tenu notamment de l'expiration imminente du permis de Parker. Ils explorent le potentiel d'exploitation minière de l'aérodrome, un site potentiellement extrêmement rentable.
Leur conversation révèle clairement que, malgré leurs désaccords antérieurs, ils se respectent mutuellement, reconnaissant leurs contributions respectives à l'exploitation minière de la région. Pendant ce temps, Tony discute avec son fils Mike de leurs expéditions de chasse, qui ont été infructueuses. Cette nouvelle est décourageante, car elle souligne que les opportunités intéressantes se font rares et coûteuses. Cette prise de conscience incite Tony et Mike à agir rapidement pour saisir les opportunités restantes. Ils discutent de la lourde charge de travail, des limites de leur propriété et du potentiel de leurs claims miniers, soulignant l'importance d'obtenir les permis d'exploitation nécessaires. Sans ces permis, ils risquent de passer à côté des précieuses ressources qui se trouvent sous leur propriété. Afin de protéger ses intérêts commerciaux, Tony envisage d'appliquer un taux de redevance fixe de 15% sur les claims, une décision qu'il juge équitable et qui leur permettrait de poursuivre leurs activités sans avoir besoin de permis supplémentaires. Cette décision stratégique vise à stabiliser leur situation financière tout en leur permettant de poursuivre l'exploitation minière. Tyson et Jordan travaillent ensemble avec le plus grand soin, installant la chenille à son emplacement prévu avec un clic satisfaisant. Cette manœuvre réussie marque une brève pause dans leurs efforts intenses pour remettre la lourde machine en marche. En même moment, Fred Lewis, un vétéran de l'armée qui s'était tourné vers l'extraction d'or pour gagner sa vie, était lui aussi confronté à d'importants défis. L'économie était en difficulté et, avec des ressources financières limitées, Fred prit un risque en refinançant sa maison, avec l'objectif d'extraire 500 onces d'or. Le risque était grand. Ne pas trouver l'or risquait de lui faire perdre son investissement financier, voire la totalité de son exploitation minière. Conscient de la gravité de sa situation, Fred se consacra entièrement à la saison minière. Il comptait entièrement sur sa propre détermination et le travail acharné de son équipe, sans aucun soutien. La pression pour réussir était immense, alors qu'il se préparait à une période exigeante. « Je n'ai plus rien à y mettre », avoua Fred, montrant sa détermination. « Nous n'abandonnerons pas, même si je suis à court d'argent. » Son engagement était motivé par le désir de réussir et d'honorer ses camarades vétérans. Le Yukon glacé offre des risques et des récompenses à ceux qui ont le courage de l'affronter. Le pari audacieux d'une famille pour tenter sa chance. Pour atteindre sa concession minière, Fred devait traverser le fleuve Yukon. La traversée était rendue périlleuse par les conditions de glace qui empiraient à mesure que l'hiver cédait la place au printemps, provoquant la débâcle. Ce retard était frustrant pour Fred, car chaque jour sans progrès perturbait ses plans. Lorsque la rivière eut enfin dégelé suffisamment pour permettre la traversée, l'installation du site minier et le début des travaux furent une course effrénée. Pendant ce temps, Tony Beats, mineur chevronné, préparait la saison minière avec l'aide de sa famille. 16 fils, Lucas et Jasper, jouèrent un rôle crucial dans le déneigement et la préparation du matériel. La famille était pleine d'espoir, mais consciente de la difficulté du travail qui l'attendait. Déterminée à trouver de l'or, elle espérait améliorer ses perspectives d'avenir malgré l'ampleur des tâches à accomplir. Cependant, elle se heurta bientôt à des problèmes administratifs inattendus. Leur permis d'exploitation minière dans un endroit prometteur fut soudainement annulé, bouleversant leurs plans. Sans se laisser décourager, Tony adapta rapidement sa stratégie et décida de creuser 40 mètres dans une colline voisine. Ce nouveau plan était risqué, mais Tony le jugeait nécessaire pour surmonter leurs difficultés financières. Chaque membre du groupe avait des responsabilités spécifiques pour assurer le succès de cette entreprise. Mike vérifiait la précision du creusement, tandis que Kevin entretenait les machines. Leur travail consistait à percer le sol gelé, un processus lent et difficile, mais leur détermination ne faiblissait pas. Ils continuèrent, motivés par la perspective de découvrir de l'or. Lorsqu'ils découvrirent enfin un filon, la joie et l'excitation valorisèrent leurs efforts et leurs sacrifices. Cette découverte les encouragea et ils continuèrent à extraire l'or avec diligence. À la fin de la saison, leur travail acharné avait non seulement permis de récolter de l'or, mais aussi renforcé leur sentiment d'unité et de détermination. À Dawson City, la rupture des glaces du fleuve Yukon marque le début de la saison minière. Cet événement, une tradition depuis la ruée vers l'or de 1896, débute lorsqu'un trépied fixé à la glace rompt son câble en s'éloignant du rivage. Les mineurs, dont Fred, fraîchement arrivés en ville, observent l'événement avec impatience. La rupture du câble leur signale de commencer le travail.
remplis de l'impatience de transformer enfin leurs efforts en or. Mais leur enthousiasme est vite tempéré par la réalité de leur situation. Un équipement essentiel, la station de lavage, est en panne, mettant en péril toute leur saison. Leur travail est une lutte constante contre les éléments et les équipements défectueux. La pompe dont ils dépendent nécessite des réparations fréquentes, ce qui accroît la pression. Tyson trouve une solution temporaire pour la pompe, ce qui leur permet de continuer. Cependant, les difficultés continuent. Les chutes de neige records de la région menacent de transformer leur site en un véritable désastre. Ils cherchent d'urgence des solutions pour gérer le débit d'eau considérable qui pourrait ruiner leur chance d'exploiter l'or cette année-là. À chaque découverte, les mineurs redoublent d'efforts pour affronter la nature sauvage et impitoyable du Yukon. Le chemin semé d'embûches vers une fortune dorée. Luttant pour maintenir l'exploitation, ils décident d'acheter un puissant bulldozer à Troy Taylor. Un mineur d'or chevronné qui comprend le rôle crucial de ce type d'équipement dans l'exploitation minière. Le bulldozer, une machine gigantesque capable de déplacer d'énormes quantités de terre, devient un élément crucial de leur plan de gestion du site. Cependant, ils découvrent une fuite dans la transmission du bulldozer que le mécanicien J.B. Mayer leur assure rapidement pouvoir réparer. L'équipe ressent un soulagement momentané, sachant que la solution est à leur portée. La négociation du prix du bulldozer témoigne du budget serré dont dispose l'équipe. Kevin, responsable des finances de l'équipe, insistait pour obtenir un prix plus bas afin de réduire les coûts, suggérant une prime de 1% sur les découvertes d'or en fin de saison pour conclure l'affaire. Cette négociation reflète non seulement leurs contraintes financières, mais aussi la nécessité de prendre des décisions stratégiques judicieuses sous pression. À 23h15, leurs bulldozers et leurs camions ont enfin commencé à avancer avec l'aide de papa. 6 minutes plus tard, Mike s'était ressaisi et exhortait tout le monde à revenir rapidement pour la prochaine récolte. À 23h28, Steve rappela à Mike les $5 qu'il lui avait prêtés plus tôt. Mike s'excusa de son oubli et promit de le rembourser rapidement, alors qu'il se préparait à une nouvelle dure journée de travail. Steve suggéra qu'ils se séparent pour plus d'efficacité. Il avança rapidement, laissant Mike un peu en arrière. Dans sa précipitation, Mike trébucha sur une pierre. Il essayait désespérément de se redresser, mais le chemin glissant ne l'aidait pas. « Regardez ça! Bon sang! Bon sang! Bon sang! Bon sang! » On dirait une erreur. Regardez-moi ça. Pendant ce temps, Steve, toujours désireux d'explorer davantage, s'enfonçait plus profondément dans la mine lorsqu'il entendit un grondement lointain. Il se retourna et vit Mike lutter pour rester debout. Ensemble, ils réussirent à le remettre sur pied, ce qui les poussa à rester plus proches et à redoubler de prudence à l'avenir. Leurs journées se transformèrent en une routine incessante de fouilles et de recherches, nourrie par l'espoir de trouver quelque chose de précieux. Malgré le travail acharné et les doutes grandissants, alors que les jours se transformaient en semaines sans aucune découverte significative, ils persévéraient. Ils se soutenaient mutuellement, se rappelant sans cesse la richesse potentielle à quelques coups de pelle. Puis, un jour, ils tombèrent sur un rocher qui semblait différent. Sa couleur était étrange, d'un jaune distinctif. La découverte de l'or les enflamma, les motivant d'une énergie nouvelle. Mike et Steve devinrent rapidement célèbres dans la communauté minière, la nouvelle de leur découverte se répandant. Leur site minier devint un lieu animé, attirant des gens venus de partout, désireux de découvrir ou de partager cette nouvelle richesse. Ailleurs dans les montagnes, Jack et son ami Fred contemplèrent le paysage recouvert d'une épaisse couche de neige, réalisant l'immense effort nécessaire pour dégager le chemin vers leur zone minière. Les enjeux s'accroissent à mesure que l'hiver s'installe, mettant les mineurs à rude épreuve à chaque centimètre de neige. Paris sur le whisky et rué vers l'or. Ils n'avaient qu'un petit bulldozer, leur nouveau étant encore en route. Le temps était crucial, d'autant plus qu'une livraison anticipée de carburant avait bouleversé leur plan. Malgré ce problème, Jack espérait que leur fiable petit bulldozer s'en sortirait à nouveau. Déterminé, il démarra le moteur et, à leur grand soulagement, le camion-citerne réussit à franchir le chemin périlleux, marquant ainsi le début de la saison minière. Cependant, leur soulagement fut de courte durée. Arrivés à leur site minier, au lieu de trouver le ruisseau qu'ils espéraient, ils découvrirent qu'il était recouvert de glace.
La terre riche en or dissimulée sous ce qui ressemblait à un petit glacier. L'énormité de la tâche les laissa un instant sans voix, alors qu'ils réfléchissaient à la marche à suivre. La sécurité était une préoccupation majeure. Les risques étaient élevés et la moindre erreur pouvait s'avérer très dangereuse. La saison minière au Klondike a débuté en fanfare, l'équipe ayant extrait de l'or pour plus de 240 $. Cependant, le moral n'était pas au beau fixe. Rick, un membre clé de l'équipe, était étrangement absent des célébrations. Son absence était inquiétante. Et lorsque Parker est venu le voir, il l'a trouvé aux prises avec des problèmes non divulgués, ajoutant une dose d'inquiétude à un départ pourtant réussi. Pour surmonter les obstacles naturels, Fred a suggéré d'utiliser une pompe pour faire fondre la glace qui bloquait la vue sur California Creek. La mise en œuvre de ce plan s'est avérée difficile. L'équipe a dû composer avec l'équipement et l'environnement difficile. Mais ses efforts persistants ont finalement permis de remporter sa première victoire de la saison. Ce succès ne résultait pas seulement du dépassement des obstacles physiques, mais aussi du maintien du flux d'or dont dépendait leur subsistance. Parallèlement à ces efforts, les voisins de Brendan et Fred, également concurrents, pariellaient joyeusement une caisse de whisky sur celui qui extrairait le plus d'or. Leur compétition amicale dissimulait une tension plus profonde quant à la nature imprévisible de l'exploitation minière, reflétant une inquiétude plus générale au sein de la communauté minière quant aux perspectives de la saison. Pendant ce temps, Parker et son équipe s'aventuraient sur le terrain accidenté de l'Alaska, confrontés à de nouveaux défis, peut-être encore plus grands. Ce déménagement nécessaire vers un nouveau site s'accompagnait d'une multitude d'incertitudes. Exploiter l'Alaska était vital, mais intimidant, car ils devaient prouver leur capacité dans un environnement totalement nouveau. La planification et l'élaboration de stratégies prenaient une importance cruciale face aux incertitudes de ce nouvel environnement minier. Tout au long du récit, les dures réalités de l'industrie minière sont dépeintes, où l'attrait de l'or peine à masquer les difficultés sous-jacentes et la quête constante de richesses éphémères. Les liens forts qui unissent les mineurs sont essentiels pour maintenir l'unité de l'équipe. Pourtant, chacun connaît bien la fragilité de son travail. Alors qu'ils se préparent aux défis futurs, leur détermination collective est marquée à la fois par l'espoir et une compréhension pragmatique de la nature imprévisible de leur travail. Qu'est-ce qui, selon vous, motive véritablement ces mineurs? Le seul terrain que je peux exploiter pour l'instant se trouve sur l'aéroport et relève de votre licence. Ce que vous dites, c'est que, fondamentalement, j'ai le contrôle sur votre capacité d'exploitation. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous dire d'aller vous faire foutre. Parker a récemment révélé qu'il exploitait l'or des terres de Tony Beat. Alors que Parker Schnabel et son équipe font face à des défis dans leur exploitation aurifère au Yukon, ils se préparent à une saison sur 90 acres, soit plus du double de leur superficie précédente. Malgré des défis inattendus, comme une réclamation surprise de Tony Beat lors de chutes de neige records, les deux équipes restent déterminées à extraire l'or du sol gelé et à transformer des tonnes de terre en trésors avant la fin de la saison. Parker Schnabel se prépare à relever un défi de taille au Yukon, où la neige recouvre le paysage. Son accord avec Tony Beat signifie que le résultat de ce printemps déterminera leur capacité à obtenir de l'or d'ici l'automne, ce qui rend cet événement crucial. Entre-temps, Parker a constitué une équipe composée d'anciens et de nouveaux amis pour s'attaquer à l'énorme chantier minier de 90 acres grâce à la superficie supplémentaire de Tony, qui a augmenté leur production de 50% par rapport à l'année dernière. Sous la direction de Nona Loveless, l'équipe a commencé à exploiter l'imposant bulldozer des Dix pour extraire l'or des 45 acres supplémentaires en une semaine. Un sprint sans précédent. Cependant, Tony a créé une surprise inattendue avec une nouvelle concession, ajoutant tâches et défis supplémentaires. Malgré ces contretemps et les chutes de neige abondantes de cette année-là, l'équipe est restée déterminée à surmonter les obstacles naturels. Tyson Lee, aux commandes de la grande excavatrice, a dû faire face à des difficultés en raison du temps d'excavation réduit à l'abri du gel. L'équipe a creusé des tranchées pour protéger la zone minière de la fonte des neiges, démontrant ainsi sa détermination à surmonter les obstacles naturels. Mitch avait également une tâche importante devant lui, soulignant les efforts constants de l'équipe pour atteindre ses objectifs d'extraction d'or, malgré les difficultés. Alors que l'équipe continuait de démarrer l'installation,
Tous les systèmes devaient être opérationnels, car c'était une tâche essentielle. Si les installations de lavage tombaient en panne, leur expédition aurifère serait un échec. Malgré les doutes, l'équipage était prêt à transformer des monticules de terre en or brillant. Lorsqu'ils examinèrent l'or provenant du claim de Tony Beat, la vérité apparut clairement. La balance révéla une récolte extraordinaire. Près de 240 $0 en or. Parker remercia Tony pour cette opportunité et prédit une saison chargée. Le puissant Lucifer, essentiel à leur plan, ajoutait à l'excitation. Tout était de nouveau sur les rails, les outils fonctionnaient et la balance brillait. Ils allaient devoir relever bien plus de défis que prévu lors de ce magnifique voyage. Parker Schnabel a lutté contre la montre dans le froid glacial du Yukon. La chance les attendait sur le sol glacial. Et le groupe était prêt. La grande expédition aurifère de Parker a débuté avec optimisme. Persévérance et l'excitation de trouver de l'or sous la neige. Malgré l'abandon de nombreux mineurs enthousiastes et les nombreux défis auxquels il a dû faire face, Parker a persévéré. Il a extrait plus de 45,011 d'or d'une valeur de 4,26 millions de dollars. Malgré l'évolution du secteur de l'extraction aurifère, Parker commence à envisager son avenir alors que les conditions d'exploitation du Klondike se dégradent de jour en jour. Il réalise qu'il doit s'adapter et intensifier ses actions pour maintenir ses objectifs. En raison de règles plus strictes et d'un accès limité aux meilleures zones minières, Parker a choisi d'exploiter l'or en Alaska, choisissant ainsi une nouvelle voie. Maintenir deux sites dans des pays différents présente de nouveaux risques et défis. Parker sait que sa santé financière et mentale est en jeu. Il décide de tenter le Klondike une dernière fois avant de se concentrer sur l'Alaska. Tu vois? L'or est en train de s'accumuler. Je pense que nous ne t'avons porté que malheur. Son principal permis d'exploitation des eaux pour son aéroport riche en or expire à la fin de l'année. Le temps presse. Et Parker risque de perdre à jamais tout son or restant. Un échec est donc inacceptable. Cependant, l'avenir s'annonce difficile, avec des chaînes d'approvisionnement défaillantes et la hausse des prix de l'essence comme principaux obstacles. Parker est déterminé à trouver davantage d'or cette saison malgré les difficultés. Lui et son équipe se préparent aux difficultés de la saison, conscient que chaque seconde compte. Parker est prêt à jouer selon ses forces, sachant que ce sera sa saison la plus difficile. Il pense qu'une saison à Dix 0-11 serait exceptionnelle cette fois-ci. En observant les environs, il a remarqué Tyson en train de se déshabiller. Parker, par curiosité, s'enquit de la santé de Tyson, qui le rassura en lui disant que tout allait bien. Parker remarqua qu'il s'était concentré sur l'organisation du camp, le transport du sol et la transformation. Tyson mentionna que la piste d'atterrissage était leur objectif principal. Un projet qui promettait plus de 9 millions de dollars en or d'ici la fin de la journée. Parker suggéra de laisser la neige recouvrir certaines zones afin de ne pas les perturber lors de l'exploitation, insistant sur l'importance de ne pas interrompre le débit et d'empêcher la rampe de tourner à mi-chemin. Ce que Tyson jugea judicieux. Parker s'enquit ensuite de Tony, l'homme qui possédait les deux autres concessions de pistes d'atterrissage, se demandant s'il participait au projet. Tyson expliqua à Parker que Tony n'était pas là et qu'il venait de retirer du matériel du camp d'Indian River. Malgré leur relation difficile, Parker contacte Tony, son absence étant étrange. Tony, figure majeure du secteur minier, était réputé pour son expérience. Après s'être rencontrés à l'usine, Parker et Tony échangèrent quelques plaisanteries. Parker a évoqué leur succès en aval tout en exprimant son inquiétude quant à l'expiration du permis et au potentiel inexploité du terrain. Il a suggéré d'exploiter l'aérodrome si Tony n'en avait pas déjà l'intention, compte tenu de leur passé commun et de la façon dont leurs vies se sont entremêlées. Aspirer l'eau du grand étang. Et là, bang, bang, bang. Très bien, Tony. Merci. Faisons en sorte que ça marche. Poutin, cette fois. Merci, Tony. Bien sûr, Parker. Bonne chance. Tony a reconnu les réalisations et l'influence de Parker malgré leurs différends. Tony et son équipe prospéraient, mais ils savaient qu'ils devaient se préparer à des temps difficiles. Tony rendit visite à son fils, Mike, pour prendre des nouvelles de leur chasse. Mike leur annonça la terrible nouvelle. Aucune chasse n'avait été fructueuse, et la situation devenait de plus en plus difficile. Tony se lamentait. Tout ce qui était bon était cher ou bloqué. Et la situation était déprimante, car il perdait.
Après avoir entendu parler des dépenses extravagantes des autres, Tony et Mike décidèrent d'agir vite pour éviter de rater des occasions. Tony, inquiet de la charge de travail de cet été, demanda à Mike s'ils en auraient assez. Mike souhaitait discuter avec Tony, car ils étaient occupés à décaper la terre à la limite de leur propriété, laissant 2 claims en contrebas. Tony était mécontent de son absence du chantier, préférant y travailler plutôt que de rentrer chez lui. Tony comprenait ses sentiments, mais affirmait que c'était impossible sans permis ni plan d'exploitation minière, ce qui aurait entraîné la fin de son contrat. Tony proposa à Mike de gérer les opérations minières. Voyant une opportunité, il lui conseilla d'étudier les permis et les concessions, en privilégiant les licences sans lesquelles des ressources précieuses resteraient inexploitées à jamais. Au lieu d'un barème progressif, ils explorèrent un taux de redevance fixe de 15% pour les 2 concessions, ce que Tony considérait comme un accord équitable. Au moment de se séparer, Tony estimait que les licences ne valaient rien avec 15% de royalties. Il voulait finaliser la subvention et régler le problème. Tony remarqua que leur charge de travail avait considérablement augmenté avant l'Alaska. Déterminé à défendre sa création et à combattre, Tony a fui les Pays-Bas il y a 40 ans pour le Klondike, où son empire minier aurifère a été bâti par un travail acharné et un dévouement sans faille. Il a surmonté la révocation de son permis la saison dernière et a investi des millions dans de nouveaux équipements pour son entreprise d'Indian River cette saison. Cependant, de fortes chutes de neige ont contrarié leur projet. Tony détestait la neige qui tombait sans cesse après le déneigement. Rendant Paradise Hill impossible à attaquer, il demanda à Mike de diriger l'équipe de démarrage chargée de dégager la route d'accès, reconnaissant en Mike l'une des rares personnes à qui il pouvait faire confiance pour cette tâche cruciale. Le déneigement exigeait une attention particulière, car il avait causé la mort de son père dans un accident. Mike était conscient des risques et acceptait ses responsabilités, son père lui faisant confiance pour diriger et prendre les décisions sur le chantier. Tony resta optimiste malgré les difficultés rencontrées pour atteindre leur objectif de 5-0 onces d'or, sachant qu'il leur fallait s'agrandir à Paradise Hill. La hausse des prix du carburant, des salaires et des denrées alimentaires ajoutait à la pression, et Tony comprit la taille de l'entreprise et les dépenses importantes nécessaires à sa réussite. Il cria à Tyson, qui contrôlait la lame du bulldozer, de positionner et de relâcher le fer, sachant que la précision était cruciale. Tyson écouta attentivement, poussant la lame du bulldozer de 6,8 mètres contre la chenille pour la repositionner délicatement. Jordan stabilisa la machine avec une barre tandis que Tyson ajustait le galet tendeur, s'appuyant sur les conseils de Jordan en raison de sa perspective bloquée. Chaque mouvement était délicat et précis, telle une danse homme-machine, tandis que Tyson et Jordan guidaient la chenille en place, la voyant glisser parfaitement dans son logement. L'air se détendit tandis que la grosse machinerie était réparée et redémarrée. Fred Lewis, un vétéran de l'armée reconverti dans la recherche d'or, faisait face à ses propres problèmes, face à une économie fragile et à des liquidités limitées. Il a refinancé sa maison pour s'enrichir avec l'objectif de trouver 500 onces d'or cette saison, soit plus que l'année dernière. Fred savait que c'était risqué, car ne pas trouver d'or pourrait mettre fin à son projet minier. Il a tout misé sur ce projet, ne comptant que sur lui-même et son équipe, faute de soutien extérieur. Fred ressentait la pression en préparant la saison. Il voulait réussir pour lui-même et ses camarades vétérans, chérissant sa mission. La concession de Fred était séparée de Dawson City par le fleuve Yukon. Alors que l'hiver laisse place au printemps, une route de glace se rompt, rendant sa traversée dangereuse. Fred attendit le dégel de la rivière et la mise en service du traversier pour pouvoir atteindre sa concession. Après la journée, le groupe travailla dur. Chacun avait une tâche à accomplir. Mike surveillait les déblais d'excavation pour en assurer l'exactitude, tandis que Kevin s'occupait de la mécanique, assurant le bon fonctionnement des machines. Ils ont dû faire face à plusieurs obstacles dès le début, notamment la nécessité de dégeler le sol gelé après l'hiver. Des professionnels ont travaillé dur jusqu'à trouver une solution. Malgré les difficultés, ils ont travaillé dur et ont mis leurs compétences à profit pour réussir. La saison minière tant attendue par Tony est arrivée, et le village a rapidement appris qu'ils étaient des mineurs prospères. Beaucoup ont remarqué leur travail acharné, et le quartier les a encouragés en signe de solidarité. À la fin de la saison, beaucoup d'or avait été extrait.
Ils ont célébré la victoire de leur groupe une fois leur travail récompensé. Travailler ensemble et surmonter les obstacles les a aidés à atteindre leur objectif. Malgré les difficultés, la saison minière leur a appris de précieuses leçons de vie. Ils ont appris à travailler ensemble, à prendre des risques et à suivre leur passion. Eh bien, c'est ce qui arrive quand on s'organise. Si on met de la pression, tout s'enflamme comme un éclair. Fred avait perfectionné sa profession et pouvait gérer n'importe quelle mission sans accroc. Il ressentait cependant le besoin de vacances pour se reposer et se ressourcer au calme. Derrière la coupe, l'ambitieux Parker Schnabel visait l'or au Yukon. Il avait 18 ans et un potentiel immense. Le Klondike au Yukon attire tout le monde, tous ceux qui aspirent à la gloire. Pendant la ruée vers l'or, des plus courageux aux plus désespérés, un événement inhabituel se produisit. Fred était arrivé à Dawson City avec les mineurs locaux pour assister à la rupture du fleuve Yukon au printemps. Cette coutume a débuté avec la ruée vers l'or de 1896, pour lancer la saison minière. Un trépied était fixé à la glace par un câble qui se brisait lorsqu'il s'éloignait de la côte. Les mineurs attendaient avec impatience que le câble se brise. Parker et Tyson ont travaillé dur pour construire des fossés et des systèmes de gestion des déchets afin de prévenir les inondations après la fonte des neiges. Ils ont agi rapidement pour éviter d'inonder des hectares de terre riches en or, ce qui aurait causé d'énormes dégâts. Lorsque l'espoir s'est évanoui, Tatiana, conductrice du camion de Roche, a appelé Tyson par radio pour obtenir des secours. Elle a découvert que la fonte des neiges remplissait le fossé et risquait bientôt de déborder. Il leur fallait une solution rapide. Tyson a réagi rapidement lorsqu'il a compris qu'il leur fallait une pompe puissante pour gérer l'eau. Lui et le mécanicien Alec ont démarré la pompe par temps froid. Chaque élément de leur entreprise dépendait de son succès. Tyson et Alec ont travaillé au raccordement et au fonctionnement de la pompe. Alors que le niveau de l'eau montait, les pompes et les canalisations exigeaient une vigilance accrue. La mission exigeait précision et compréhension. Ce qui était difficile. Quelqu'un d'aussi intelligent et déterminé que Tyson a rapidement trouvé une solution pour réparer la pompe. Ils peinèrent à soulever et réparer l'appareil cassé. Tyson reprit les travaux après la fin de la pluie. Les copains se sentaient soulagés de prendre les commandes. Mais ils savaient qu'une tâche plus ardue les attendait. Ils ont lutté pour limiter le débit d'eau de la vallée vers leur carrière. Nous avons pratiquement les chutes du Niagara, et c'est dû à une année de chutes de neige record. Et le temps commence à se réchauffer. Nous devons donc gérer la situation maintenant. Ils ont lutté pour limiter le débit d'eau de la vallée vers leur carrière. Le débit constant de l'eau posait problème. Tyson était déterminé à résoudre le problème de drainage, essentiel à leur exploitation minière. Ils savaient que le mauvais drainage les empêcherait de récolter de l'or cette année-là. Ils en ont discuté et ont décidé de consulter J.B. Mayer, un mécanicien. La réputation de J.B. Mayer pour l'entretien des équipements importants s'est accrue pendant la saison minière. J.B. pourrait aider Tyson et Fred à résoudre le problème. Tout semblait sur le point de s'écrouler et l'avenir s'annonçait sombre pour les mineurs d'or. La chance allait-elle tourner en leur faveur? Continuons à creuser. Le propriétaire de la mine, Troy Taylor, vendait un bulldozer. Alors ils allèrent le voir. Troy Taylor, un mineur d'or expérimenté, a compris l'importance d'un bulldozer pour leur exploitation. Il leur a vendu un monstre Kitsune 355 de 53 tonnes. La taille et la puissance de ce bulldozer ont impressionné ses collègues, grâce à la puissance de sa lame de 14 tonnes. Cependant, la fuite du dernier moteur du bulldozer a été rapidement découverte. JB leur a assuré que le problème était à portée de main et leur a proposé son aide. Cela a soulagé leurs amis qui voulaient éviter les problèmes. Ils ont négocié le bulldozer pour 45 D. Tyson considérait le prix comme raisonnable compte tenu de l'importance de l'équipement pour leur saison minière. Plusieurs personnes ont débattu du prix. Ils se sont mis d'accord sur 50 $ pour le bulldozer.